Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information en votre compagnie. Je me permets de vous rappeler combien quelques petits gestes simples et rapides peuvent nous aider. Pensez à laisser vos commentaires en bas de cette vidéo, à la partager, mais aussi à cliquer sur le pouce en l'air. Tout ça améliore le référencement et donc notre visibilité. Et puis surtout, ça ennuie YouTube, alors il ne faut pas s'en priver. À la une de cette édition, retour sur le pass vaccinal entré en vigueur ce lundi. Cette mesure discriminatoire inutile a été validée par une majorité de parlementaires la semaine dernière, mais le Sénat réclame désormais une commission d'enquête, une nouvelle démonstration que les élus se moquent littéralement des Français. Nous reviendrons ensuite sur la campagne d'Éric Zemmour. En meeting à Cannes, le candidat a présenté ses nouvelles prises de guerre en provenance du RN. Et puis, à l'occasion de la publication par l'INSEE du bilan démographique pour l'année 2021, nous tenterons de démêler le vrai du faux dans cette étude qui nous renseigne sur le nouveau visage de la population française. Le pass vaccinal fait désormais partie du quotidien des Français. Malgré son inutilité et son caractère discriminatoire, le Conseil constitutionnel a emboîté le pas aux parlementaires et validé sans surprise le texte du gouvernement. Une décision aussi attendue qu'inquiétante. Vos papiers, s'il vous plaît. Cette phrase n'est pas issue des gendarmes à Saint-Tropez, mais bien du nouveau vocabulaire quotidien imposé par le gouvernement. En effet, avec le texte transformant le pass sanitaire en pass vaccinal, les Français dès 16 ans pourront ainsi se voir demander des papiers d'identité pour pénétrer dans des lieux aussi ordinaires que des restaurants depuis ce lundi matin. La disposition de pass vaccinal, prétendument faite pour limiter les contaminations de Covid-19 alors que les personnes vaccinées contractent et transmettent la maladie autant que les non-vaccinés, ne berce plus personne d'illusions. Elle est uniquement politique et ne revêt aucun intérêt sur le plan sanitaire. En effet, le passage du pass sanitaire au pass vaccinal a pour conséquence de ne plus permettre aux Français non vaccinés de se munir d'un test de dépistage négatif pour entrer dans les lieux soumis au pass. Ils en sont de facto exclus. A l'inverse, plus aucune garantie de non-contamination ne sera demandée. Ainsi, les lieux soumis à la règle pourront librement constituer des foyers de contamination, mais de vaccinés. Seuls les hôpitaux appliqueront encore l'idée de passe sanitaire afin que l'accès des malades, mais aussi de leurs familles, soit encore permis avec un test négatif. Pour les personnes vaccinées, la question n'est pas forcément réglée non plus. En effet, si pour l'heure, chaque dose est séparée par 7 mois pour conserver le pass, la durée sera réduite à 4 mois à compter du 15 février prochain. Le compte à rebours a donc commencé pour tous ceux qui ont accepté l'injection. Bien sûr, ces délais sont le reflet de décisions politiques, mais en aucun cas de motivation scientifique. Les personnes qui auront quant à elles contracté le Covid, ce qui est le cas de beaucoup de Français au vu des chiffres quotidiens de contamination, devraient quant à elles disposer d'un pass pour 6 mois à compter de 11 jours après le test positif. Le texte de loi a également fait la part belle aux sanctions. En effet, ceux qui tenteraient d'une manière ou d'une autre de frauder cet inutile pass vaccinal passeront désormais à la caisse. 1 000 € si l'on usurpe le document d'un tiers, la même amende que les patrons d'établissements qui refuseraient les contrôles. Le meilleur, tenez-vous bien, jusqu'à 75 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement si vous détenez plusieurs passes différents. Sans surprise, tous les garde-fous se seront couchés sur le passage de ce texte, pourtant discriminatoire et injustifié au vu du peu de dangerosité du variant Omicron, de loin majoritaire dans le pays. Le Conseil constitutionnel a donc validé les dispositions comme un seul homme vendredi dernier, en écartant uniquement l'obligation de passe vaccinal pour entrer dans les meetings politiques. Une sorte d'amendement pour prouver que ces prétendus sages avaient encore un semblant de liberté par rapport à la politique dictée par l'exécutif. Dans le genre, on joue les apparences mais on usurpe allègrement les Français. Les sénateurs sont aussi aux premières loges. En effet, alors qu'ils ont validé ce texte, malgré leur majorité de droite, les sénateurs ont décidé de créer une commission d'enquête sur le pass vaccinal pour tenter de se racheter une virginité. Une commission qu'il aurait peut-être été judicieux de lancer avant de voter la loi. Quoi qu'il en soit, les auditions des personnalités de McKinsey la semaine dernière ont montré que les réponses devaient être recherchées ailleurs qu'au sein du Palais du Luxembourg, qui joue depuis 2 ans le rôle d'un allié indéfectible auprès d'Emmanuel Macron, au point que Valérie Pécresse peine même à trouver une voie libre pour faire campagne.
On le disait, stagnant dans les sondages, il n'en demeure pas moins le centre de l'attention à droite. Éric Zemmour a exhibé ses nouvelles prises de guerre dans un rassemblement public à Cannes samedi, dessinant peu à peu les contours d'une union des droites. Le point avec Olivier Frère-Jacques. Une salle comble, une ambiance des grands soirs. Si Éric Zemmour n'a pas encore décollé dans les sondages, ses retours du terrain sont plutôt flatteurs. À Cannes, dans les Alpes-Maritimes, samedi, le candidat Reconquête a pu se rassurer sur l'état de sa base militante et surtout sur sa capacité d'attraction. Pour ce rendez-vous public dans le Sud, le candidat à l'élection présidentielle a pu exhiber ses ralliements qui commencent à être nombreux. Outre Philippe de Villiers et Jean-Frédéric Poisson, qui comptent parmi les premiers, il y a évidemment l'ancien LR Guillaume Pelletier, mais aussi et surtout, pour ce meeting cannois, 2 prises fraîches, si l'on peut dire, 2 députés européens, le charismatique avocat Gilbert Collard et le président de la délégation RN au Parlement européen, Jérôme Rivière. Gilbert Collard, habitué aux joutes oratoires et aux phrases assassines, a d'ailleurs fait dans l'apaisement vis-à-vis de Marine Le Pen. Je tiens à dire très clairement que je n'ai strictement rien contre Marine Le Pen et que je ne dirai jamais rien contre elle. Que je n'ai rien. Une manière de tordre le cou à l'idée selon laquelle les ralliés auraient surtout pour point commun le rejet de Marine Le Pen et de sa gestion controversée des ressources humaines. Une chose est sûre, en ne faisant pas huer la candidate RN et en évitant la confrontation, le député européen s'affiche plutôt comme bon joueur. À ces 2 ralliements s'ajoute celui de Damien Rieu, candidat RN au départemental de 2021 dans la Somme, et très présent sur les réseaux sociaux. Une présence sur les réseaux sociaux déjà considérable tant la campagne Zemmour donne le ton à la campagne présidentielle en général. Pas une journée ne se passe sans qu'une phrase du candidat ne soit décortiquée. Au pupitre, à Cannes, le candidat a montré la ligne qu'il entendait adopter, chercher des voix à droite sans attaquer frontalement Marine Le Pen mais sans ménager Valérie Pécresse. Non, non plus. Les électeurs de LR ne sont pas des traîtres. Ils ont été pris en otage par des politiciens centristes comme aujourd'hui par Valérie Pécresse, qui est allée se soumettre à Hervé Morin, à Jean-Christophe Lagarde. Dans cette salle, vous êtes nombreux, du Rassemblement national, des cadres, des militants, des électeurs. Je veux que nous vous applaudissions. Vous êtes nombreux aussi à venir de LR. On vous applaudit aussi. Et vous êtes tous les bienvenus, mes amis. La Reconquête est votre maison commune. Devant une foule convaincue de plus de 4000 personnes, plusieurs centaines n'ayant pas pu entrer, faute de place dans la salle, Éric Zemmour en a appelé à l'union des électeurs de droite et à la suppression du cordon sanitaire qui empêche tout lien entre la droite parlementaire et le Rassemblement national. L'appel des victoires, c'est l'appel à abolir ce fameux et funeste cordon sanitaire. Supprimons entre nous les frontières virtuelles. Nous sommes d'accord sur l'essentiel. À vous, électeurs du Front National, qui n'en pouvaient plus de perdre. À vous, électeurs des Républicains, qui n'en pouvaient plus de voir vos dirigeants trahir vos idées. Unissons nos forces. Une union des droites qui vise donc à faire sauter les verrous partisans et qui peut avoir un mérite politique important, la restructuration du paysage politique et la fin du cordon sanitaire. En effet, la candidature Zemmour permet d'exprimer le sentiment de nombreux électeurs de droite qui ne veulent pas de la frontière mentale qui empêche toute forme d'alliance entre les droites. Une union que même Mathieu Souquier, politologue de la très progressiste Fondation Jean Jaurès, estime possible derrière le candidat Zemmour qu'il juge crédible en la matière. Reste à présent à entraîner d'autres ralliements à droite. De ce côté de l'échiquier, il se dit que l'eurodéputé François-Xavier Bellamy ne serait pas insensible aux appels d'Éric Zemmour. À ce petit jeu des ralliements, toute prise est utile en ce qu'elle décomplexe et en ce qu'elle en appelle d'autres. Le temps des ralliements devra cependant être suivi d'une hausse dans les sondages, car de ce côté, la candidature Zemmour s'est un peu tassée.
Et s'il s'agit de partir à point, il sera indispensable pour Reconquête de faire un score d'envergure au premier tour pour espérer survivre à la présidentielle de 2022 et poursuivre en vue d'une hypothétique reformation du paysage politique français. Mais avant, reste en suspens la question cruciale des 500 signatures. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, Éric Zemmour semble être dans une bonne dynamique, au moins en matière d'appareil politique. D'un côté, il bénéficie des penchants très centristes de Valérie Pécresse, qui est allée donner des gages au centre, à Hervé Morin, mais surtout au très controversé Jean-Christophe Lagarde, dont le groupe à l'Assemblée nationale a longtemps été un supplétif de la majorité macronienne. Alors qu'elle avait ressorti le Karcher, le temps d'une déclaration, Valérie Pécresse s'attache les services d'un personnage comme Lagarde, réputé pour son clientélisme auprès des islamistes, multicondamné et, plus récemment, en mars 2021, placé en garde à vue pour détention d'armes. Dans le même temps, Éric Zemmour bénéficie d'une certaine lassitude quant au Rassemblement national qui peine à entrer dans le dur de la campagne, mais bénéficie toutefois d'une assise électorale populaire forte. C'est censé être une photographie de la population française. Le bilan démographique de l'année 2021 vient tout juste d'être publié par l'INSEE, un rapport qui fait le plein de biais idéologiques. Décryptage, Vincent Moulier. On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Eh bien non, le démographe Alfred Sauvy disait au contraire que les chiffres sont des êtres fragiles qui, à force d'être torturés, finissent par avouer tout ce qu'on veut leur faire dire. C'est ce qu'illustre une nouvelle fois le bilan démographique publié le 18 janvier dernier par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE. Premier problème, comme nous l'explique Jean-Paul Gourevitch, spécialiste de l'immigration en France, ne sont recensées par l'INSEE que les personnes volontaires. Résultat, dans les villes, le taux de recensement n'est que de 40%. L'étude n'est donc pas représentative de l'ensemble de la population. L'INSEE ne recense pas tous les Français. Il recense 40% seulement de ceux qui sont en zone urbaine. Et surtout, il ne recense que ceux qui veulent ou qui peuvent se faire recenser. On ne veut pas recenser un migrant dans un squat ou un SDF dans un campement. D'ailleurs, les chercheurs de l'INSEE reconnaissent qu'il y a entre 1 et 3% d'erreurs. Donc ça laisse par exemple de côté toute une partie des migrants irréguliers. Quand l'INSEE dit il y a 10,8% d'immigrés en France, ce chiffre il est sous-estimé, il est probablement proche plutôt de 11,5%, et si on ajoute les descendants directs d'immigrés qui, selon la dernière comptabilisation de l'INSEE qui date de 2017, étaient 7,3 millions, ça veut dire que même si on prend les chiffres de l'INSEE, il y a plus de 14 millions dans la population française qui serait directement d'origine étrangère, c'est-à-dire entre 20 et 25%, ce qui est largement supérieur à nos voisins. Des chiffres sous-estimés pour les immigrés, mais ce n'est pas tout. En effet, l'INSEE fait feu de tout bois pour manipuler le solde migratoire. Un outil que critique Jean-Paul Gourevitch, car il ne prend pas en compte la nationalité. Le solde migratoire, autrement dit la différence entre le nombre d'entrées et de sorties sur le territoire au cours d'une même année, ne permet donc pas de rendre compte de l'évolution de la population française. En réalité, les entrants sont majoritairement des individus extra-européens et les sortants des Français, généralement diplômés ou retraités. Autrement dit, les flux ne sont pas équivalents en termes économiques. L'INSEE se livre à une sorte de véritable manipulation sur le solde migratoire, et qu'il estime à 140 000 personnes, c'est d'ailleurs un peu mieux que les années précédentes, mais en fait, quand il fait ce calcul, premièrement, il décompte ceux qui arrivent régulièrement et il soustrait ceux qui repartent, sauf que c'est pas du tout la même catégorie. Ceux qui arrivent sont des immigrés qui viennent majoritairement d'Afrique pour des raisons politiques, familiales, étudiantes, économiques, sociales, médicales, qui sont relativement peu formés et dont seulement une petite partie cherche d'ailleurs avec difficulté à s'insérer dans le marché du travail. Et ceux qui partent sont majoritairement des Français qui ont un haut niveau d'études et de formation, qui quittent la France pour des raisons de travail, parfois aussi, il faut dire, pour des raisons fiscales ou pour jouir de leur retraite. Donc on ne peut pas faire cette soustraction-là. Si on veut faire un véritable travail sérieux, il faut travailler sur le solde de l'immigration, c'est-à-dire les immigrés qui arrivent
moins ceux qui repartent. Et le solde de l'expatriation, c'est-à-dire les Français qui partent, moins ceux qui reviennent. Alors là, on n'a pas du tout un solde migratoire de 140 000 personnes, mais plus précisément aux alentours de 370 000, ce qui veut dire que la transformation chaque année de la population française n'est pas de l'ordre de 0,2% comme l'indiquerait l'INSEE, mais plutôt de 0,6%. Autre sujet majeur de ce bilan 2021, l'influence de la pandémie sur les statistiques. Sans surprise, on constate une baisse du nombre d'entrées et de sorties du territoire, un résultat qui fait consensus. Quand on regarde les chiffres de l'INSEE, et là-dessus l'INSEE a tout à fait raison, la pandémie a entraîné un nombre beaucoup plus restreint de gens qui viennent et aussi un nombre beaucoup plus restreint de gens qui repartent. Ce qui veut dire qu'il est très difficile de comparer les statistiques de 2020 et de 2021 aux statistiques de 2019 ou de 2017. Ça, c'est absolument indiscutable. La pandémie a diminué les entrées et elle a diminué aussi les départs. Finalement, au 1er janvier 2022, la France compte 67,8 millions d'habitants. La population a donc augmenté de 81 000 personnes par rapport à 2020, mais reste en deçà d'avant la crise sanitaire. Et si 657 000 personnes sont décédées en France en 2021, 44 000 de plus qu'en 2019, c'est aussi 12 000 de moins qu'en 2020. L'augmentation du nombre de décès s'explique sur le long terme par l'arrivée des générations nombreuses du baby-boom à des âges de forte mortalité. Bonne nouvelle enfin, les mariages repartent à la hausse avec 220 000 unions civiles. Information intéressante sur ce dernier chiffre, il inclut les couples de même sexe, ce qui ne devrait pourtant pas avoir la même incidence sur la courbe des naissances. Et on poursuit à présent avec l'actualité en bref. Anne Hidalgo en plein déni de naufrage. Bloqué à moins de 3% dans la plupart des sondages, le maire de Paris fait tout pour relancer sa campagne à la présidentielle. En meeting samedi dernier à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, Anne Hidalgo a voulu montrer sa détermination après le retrait de son ex-collègue socialiste Arnaud Montebourg. Au prophète de malheur, dit-elle, qui souhaite qu'elle se résigne devant la difficulté de sa campagne, elle se fend d'un « dans vos rêves ». Toutefois, les difficultés de la candidate socialiste sont bien réelles. La salle de meeting était en effet remplie aux 2/3. Le ministre de la Défense entre en campagne. Alors que le général Bertrand Delachesnais occupe le poste de directeur de campagne d'Éric Zemmour, le ministre des Armées, Florence Parly, grince des dents. En effet, le général de corps d'armée, ex-numéro 2 de l'armée de terre, est actuellement membre de la 2e section et donc pas en retraite. À ce titre, il perçoit une solde. Le ministre considère donc que le général Delachesnais est tenu de respecter les 2 obligations majeures de la Grande Muette, la réserve et la discrétion. Après un jugement rendu contre Éric Zemmour pour incitation à la haine la semaine dernière, le ministère a donc décidé de rendre publique la mise en demeure reçue par le haut gradé. Il faut dire que Florence Parly, qui a déjà été bousculée il y a quelques mois par la tribune des militaires, dont le général Delachesnais n'était pas signataire, aimerait éviter une nouvelle secousse. Une goutte d'eau pour lutter contre la marée islamiste. Dimanche, Gérald Darmanin a annoncé, à l'issue d'un reportage sur l'islam en France produit pour l'émission Zone Interdite de M6, la fermeture prochaine du site internet La Voix Droite, qui diffuserait des contenus salafistes. Derrière ce site web d'apparence professionnelle se cacherait en réalité l'ancien imam de Pantin, Ibrahim Abou Talha, écarté après l'assassinat du professeur d'histoire géo Samuel Paty en octobre 2020. Il avait en effet relayé une vidéo accusant l'enseignant de blasphème. Parmi les autres intervenants figure également le prédicateur Youssef Abou Anas, accusé par les autorités d'appeler à la haine envers les femmes, les juifs et les chrétiens. Bourdin au placard, la présomption d'innocence avec. Quelques jours après le sketch légalisto-féministe de Valérie Pécresse devant le journaliste vedette de BFM TV et RMC lors de son interview, Jean-Jacques Bourdin est finalement écarté de l'antenne par sa direction. En effet, visé par des accusations de harcèlement et d'agression sexuelle, l'animateur a visiblement été lâché.
Il regrette d'ailleurs par un communiqué transmis par son avocat que sa présomption d'innocence soit ignorée et explique que sa direction souhaite éviter l'instrumentalisation de cette affaire à des fins politiques. Un élément sans doute déterminé par le laïus ridicule de Valérie Pécresse devant Jean-Jacques Bourdin la semaine dernière. En effet, il est fort probable que les candidats suivants, pour des raisons de politiquement correct, lui emboîtent le pas et nous servent eux aussi une prose victimaire foulant aux pieds, comme souvent le principe de présomption d'innocence. Ghislaine Maxwell apprend le russe en prison. Incarcéré au Metropolitan Detention Center à New York, depuis son procès qu'il a reconnu coupable de trafic sexuel d'enfants le 29 décembre dernier, l'ex-compagne de Jeffrey Epstein se plaignait depuis longtemps de ses conditions de détention. Placée sous surveillance anti-suicide, pour éviter qu'elle suive le destin de son ancien compagnon, elle a été privée de papier et de crayons. Ghislaine Maxwell a néanmoins obtenu le droit d'apprendre la langue russe sur un ordinateur portable par le biais d'un lecteur CD. Ghislaine Maxwell, qui a eu 60 ans à Noël, encourt des dizaines d'années de prison et connaîtra sa peine en juin. Fake news pour l'agence France Presse. L'aventurier Jean-Jacques Savin, 75 ans, qui tentait de traverser l'Atlantique à la rame et dont les proches étaient sans nouvelles depuis vendredi, n'a pas été retrouvé mort samedi dans son canot au large des Açores, puisqu'il n'a pas été retrouvé du tout. Le canot du septuagénaire a seulement été découvert à l'envers, sans le corps du navigateur. La marine portugaise explique qu'il est donc officiellement toujours porté disparu en mer. Un sac étanche contenant ses papiers d'identité a été retrouvé à la dérive. Habitant d'Arès, dans le bassin d'Arcachon, cet ancien militaire parachutiste entendait traverser l'Atlantique à la rame et devenir le doyen de l'Atlantique. Espérons que l'aventurier soit parvenu à se mettre en sécurité. Le secret médical fait décidément grise mine. Le professeur Masméjean, chirurgien orthopédiste à l'hôpital européen Georges Pompidou, situé dans le 15e arrondissement de Paris, est au cœur d'un scandale. Le praticien a en effet voulu arrondir ses fins de mois en mettant en vente la radio d'une victime du Bataclan. On y voit une balle logée à quelques millimètres d'un os. Dans l'annonce, toujours en ligne au moment des révélations, le médecin précise que sa patiente a perdu son compagnon dans l'attaque et qu'elle avait reçu une balle de Kalachnikov. Le professeur Masméjean a depuis indiqué avoir commis une erreur et se disait désolé. Le patron de l'assistance publique hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, a estimé ce comportement odieux. Il annonce vouloir saisir la justice et le Conseil de l'ordre. La France en deuil après la mort du brigadier Alexandre Martin. Ce jeune soldat de 24 ans a succombé à ses blessures après avoir été touché par des tirs de mortier à Gao, au Mali. Il est le 53e soldat français à trouver la mort au Sahel depuis 2013. Natif de Rouen, en Seine-Maritime, le caporal Martin était entré dans la carrière des armes au moment des attentats de 2015. Il servait depuis au 54e régiment d'artillerie de Hyères dans le Var. Sa mort intervient au moment où la France réduit ses effectifs au Sahel. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, pour le Zoom du jour, le docteur Alain de Peretti présente son dernier ouvrage, L'Islam sans voile. L'abattage rituel, c'est une façon de tuer les animaux avant de les consommer, qui prend un aspect un petit peu, liturgique, puisqu'on prononce des paroles normalement sacramentelles, et que l'animal ne doit pas être étourdi, ça tout le monde le sait, donc ce qui fait que les associations de protection animale ont centré le projecteur là-dessus, et on oublie tous les autres problèmes qui sont... C'est une méthode qui est dégueulasse, excusez-moi du terme, puisqu'il y a des contaminations de la viande, et d'autre part, ça génère des flux financiers dont on a pu voir au Canada et aux États-Unis avec des enquêtes approfondies que si ça tombait dans des poches privées, ça alimentait aussi par le biais d'organisations de charité islamique, ça alimentait le terrorisme. Également au programme ce soir, vous pouvez retrouver Politique Éco. Olivier Pichon et Pierre Bergerot reçoivent le journaliste économique Guy de Lafortelle pour la deuxième partie de l'émission sur BlackRock. Nous découvrirons cette semaine les liens qu'entretient le gestionnaire d'actifs américain avec les laboratoires Pfizer et Merck et avec la revue scientifique du Lancet. Tout de suite, c'est François Billot-Lecner pour Mes Libertés Politiques. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure.
Bonsoir. Retrouvez mes libertés politiques avec terredefrance.fr, parfums et accessoires solidaires du monde rural. Rassurez-vous, chers amis, je ne vais pas vous parler de Dominique Strauss-Kahn ou de tous les hommes cochons de son acabit. Ce serait ennuyeux, car les exploits sexuels de ce charmant jeune homme n'ont vraiment rien d'intéressant, et en reparler serait répétitif, car tout a été dit sur les exploits acrobatiques du bonhomme. Je vais quand même vous parler de l'homme cochon, mais sous un autre angle. Et cet angle, c'est celui de la greffe toute récente du cœur d'un gros cochon halal sur un Américain. Cette greffe est une première, et notre Amerloc va donc désormais avoir son sang irrigué grâce à son nouveau cœur, celui d'un gros porc halal, comme je vous l'ai déjà dit. À l'évidence, ce genre de greffe pose tous les problèmes philosophiques et moraux que l'on peut imaginer. Je ne vais pas les énumérer ce soir, car ce serait ennuyeux, presque aussi ennuyeux que les exploits zizitiques en tout genre de Dominique Strauss-Kahn et de ses comparses. Je vais donc creuser avec vous un problème qui me tracasse beaucoup. Supposons que votre chroniqueur préféré se soit fait greffer un cœur de gros porc cochon halal. Tout d'abord, cela signifie que Jean-Paul Sartre, qui s'est trompé sur à peu près tous les sujets qu'il a abordés, s'est fourvoyé en déclarant virilement que l'homme était un loup pour l'homme. En fait, l'homme est un cochon pour l'homme, ou plutôt, le cochon est un homme pour le cochon. Bon, je ne sais pas si je suis très clair, mais ça n'est pas très grave car ce n'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est que si je me suis fait greffer un cœur de gros cochon halal dans mon corps athlétique, désormais, dans ce corps athlétique, va désormais battre un cœur de gros cochon halal. Bien. Supposons que je rencontre une jolie demoiselle. Mon cœur commence à battre furieusement. Oui, mais c'est un cœur de cochon. Ce n'est pas moi qui ai des émotions, c'est mon cochon de cœur. J'aborde la jolie demoiselle et lui demande si elle veut prendre un café. Elle me lance alors à la figure « Il n'en est pas question, espèce de vieux cochon !» Elle en oublie même le côté halal de la cochonaille. En réalité, elle m'a démasqué et a compris que mon cœur transpirait la cochonnerie. La morale de cette triste histoire est qu'il vaut mieux refuser de se transformer partiellement en cochon, surtout du côté du cœur. En effet, imaginons ce que serait devenu Strauss-Kahn si, en plus d'un bas-ventre non maîtrisable et non maîtrisé, on lui avait greffé un cœur de cochon. Poussons le raisonnement encore plus loin. Que se serait-il passé si, en plus d'une greffe de cœur de cochon, l'on avait greffé sur le bas-ventre de l'ancien ministre socialiste l'équipement reproductif complet d'un taureau? Là, le seul mot d'ordre aurait été homme, femme, enfant et rat d'Hidalgo Guingo, tous à l'abri. Je vous souhaite une très bonne soirée.